Bienvenue sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Nous recevons ce matin Bruno Le Maire, député UMP de l'Eure, ancien ministre et candidat à la présidence de l'UMP. Bonjour Bruno Le Maire. Bonjour. Avec moi sur ce plateau, Armelle Le Goff, rédactrice en chef adjointe de 20 minutes, et Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi pour présenter cette émission. Chers internautes, vous connaissez le principe, je vous le rappelle rapidement, vous avez une quarantaine de minutes pour réagir à la mission et poser votre question à notre invité. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Bruno Le Maire, 3 millions d'euros, c'est donc le montant du prêt accordé à l'UMP par le groupe UMP à l'Assemblée nationale. Un prêt qui semble avoir été réalisé dans des conditions assez opaques. Christian Jacob ayant reconnu lui-même qu'il n'en avait pas parlé en 2012 à l'ensemble des députés. Est-ce que selon vous, il a là commis une erreur? Et si oui, est-ce qu'il doit prendre ses responsabilités et quitter ses fonctions? Je ne crois pas qu'ils doivent quitter ses fonctions. Je crois en revanche qu'il y a un vrai problème de pratique politique. Est-ce qu'on peut avoir un groupe politique qui prête une somme extrêmement importante au parti sans que les députés de ce groupe soient avertis, qu'ils puissent donner leur avis, qu'ils puissent décider eux-mêmes? La réponse est clairement non. Donc il y a un problème de pratique politique. D'ailleurs, de manière beaucoup plus générale, dans notre famille, il y a un problème de pratique politique. Alors ce que je souhaite, on va en discuter ce matin à la réunion des députés UMP, ce que je souhaite, c'est que très rapidement, on mette en place une personnalité qui puisse regarder ce que sont les comptes du groupe de l'UMP par le passé, à quoi a servi l'argent des députés, et puis qui puisse gérer la trésorerie du groupe de manière indépendante du président du groupe UMP, donc, Christian Jacob. Un audit et un trésorier. Un audit et un trésorier. Je pense que quelqu'un comme le président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, Gilles Carrez, qui est unanimement reconnu pour ses compétences en matière budgétaire, en matière financière, pourrait être un parfait profil. Je ne sais pas s'il acceptera. En tout cas, on ne peut pas en rester là. Moi, ces vieilles pratiques, ça m'insupporte. Puis c'est l'argent des députés et des contribuables. Oui, c'est l'argent des députés, c'est l'argent des contribuables, c'est de l'argent public. Donc ça n'est pas acceptable. On ne peut pas continuer comme ça. Pour en rester au groupe, après on viendra au parti, il y a aussi eu des contrats passés avec Big Malion pour des prestations que la plupart des députés n'ont pas connaissance. Ça porte quand même sur 5,5 millions depuis 2008. Christian Jacob en a reconnu quelques-unes, d'ailleurs pour 2012 et 2013. Vous-même, avez-vous vu le résultat de ces prestations? C'est bien pour ça qu'on est arrivé à un point où nous n'avons pas d'autre choix que de faire une transparence totale, de tourner la page et de mettre en place des pratiques radicalement différentes. Que ce soit sur le groupe, sur le parti, nous devons mettre en place des pratiques financières totalement différentes. Pour le groupe, ma proposition, elle est simple, que le président de la commission des finances, s'il accepte, Gilles Carrez, fasse l'audit sur le passé, y compris les dépenses que vous mentionnez, et puisse devenir responsable de la trésorerie du groupe. Et qu'il rende compte régulièrement aux parlementaires, donc à l'opinion publique, de la manière dont sont employées les finances du groupe. Voilà ma proposition. Bruno Le Maire, et pour le parti, même transparence. Vous sous-entendez que cet argent-là, qui a été dépensé, accordé à Big Malion dans les contrats, personne n'en a vu la couleur? Mais je sous-entends rien parce que je ne sais pas justement à quoi a pu servir cet argent. Mais on ne peut pas dire aux Français, aux contribuables, voilà, il y a eu des sommes très importantes, c'est en partie de l'argent public, on ne sait pas à quoi ça a servi, on ne sait pas ce que ça a financé. Nous en parlerons sans doute tout à l'heure, mais pour le parti, je veux exactement la même chose. Je veux savoir à quoi a servi chaque euro de chaque militant. Enfin, dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle association, il y a beaucoup de Français qui travaillent dans le secteur associatif, qui ont très souvent des budgets beaucoup moins importants. Le budget d'une association, même quand c'est 5 000 ou 7 000 euros, on rend compte à l'euro près ce que ça a servi à organiser une fête, à organiser une prestation, à organiser de la communication. On rend compte à l'euro près. Même chose pour les partis, même chose pour les groupes. Il y a un contrôle public sur toutes les associations qui utilisent de l'argent public. Est-ce que la Cour des comptes devrait contrôler les partis politiques? Il y a une séparation des pouvoirs qui est quelque chose qui me semble très important. Mais si on veut que cette séparation des pouvoirs tienne, il faut que le pouvoir politique, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif soit irréprochable. Est-ce que nous sommes irréprochables? Non. Est-ce que c'est acceptable? Non. Ça doit changer. Comment est-ce que c'est la raison de propositions très concrètes que je fais. Bruno Le Maire, comment vous expliquez cette dérive depuis quelques années
Comment est-ce que vous expliquez cette opacité qui s'est mise en place depuis quelques années? Je pense que le problème est beaucoup plus général. Il y a aussi une responsabilité personnelle à mettre en Le cause. problème est beaucoup plus général. Moi, je ne mets pas les uns ou les autres en cause. Je ne suis pas là pour juger, pour pointer du doigt les uns ou les autres. Christian Jacob est président du groupe. Il a été élu par les parlementaires et j'estime qu'il fait un très bon travail comme président du groupe. Ensuite, il y a un problème financier, il doit être réglé, d'où la proposition que je fais. Le problème beaucoup plus général, c'est que la classe politique est devenue une caste refermée sur elle-même, avec ses privilèges, avec son mode de fonctionnement. Elle pense qu'elle peut ne pas fonctionner comme les autres Français, comme les autres citoyens. C'est pas acceptable. Regardez la question du cumul des mandats. Pourquoi je suis opposé au cumul des mandats? Et pourquoi je me le suis appliqué à moi-même en refusant de devenir maire parce que je suis déjà député? Tout simplement parce qu'on ne peut pas dire aux Français qui sont salariés dans une entreprise, vous arrivez à 8 heures dans votre entreprise, vous sortez à 18 heures et vous n'avez pas le droit de faire un autre métier. Mais vos politiques, eux, pas de problème. Eux, c'est Superman. Ils peuvent être maires, ils peuvent être députés, ils peuvent être conseillers généraux, faire tout à la fois, mélanger les gens, mélanger les intérêts, ça ne pose pas de problème. Ça n'est plus acceptable. Les politiques doivent changer pour ressembler aux Français, être comme les Français. On parlait du secteur associatif, je ne vois pas pourquoi on demanderait la transparence financière totale à des associations qui font souvent un boulot absolument formidable, avec des budgets souvent très modestes, et puis le groupe, avec ses millions d'euros, le parti, avec ses millions d'euros, lui, pas de transparence financière, pas de contrôle. Ça ne peut plus continuer comme ça. Alors justement, vous êtes candidat à la présidence de l'UMP et vous appelez au renouveau. Comment rendre l'UMP moins opaque et faut-il changer les statuts du parti? Comment est-ce que vous voulez renouveler l'UMP? Là encore, tournons la page. Tournons la page des pratiques passées. Il faut du renouveau à l'UMP. Et je pense que ce renouveau, il passe par une nouvelle génération. Vous êtes de ceux qui pensent que une nouvelle génération à qui on donne des responsabilités, à qui on permet de mettre en place. Nouvelle génération? Vous avez une nouvelle génération qui est pleine de gens de talent. Je ne vais pas les citer tous parce que j'en oublierai. Mais je crois qu'il est temps de donner ces responsabilités à une nouvelle génération qui s'inspire de pratiques différentes. Comme Geoffroy Didier, par exemple? Comme c'est le cas partout ailleurs en Europe. C'est vrai en Allemagne, c'est vrai en Italie avec Matteo Renzi, c'est vrai en Grande-Bretagne avec des ministres, des gouvernements qui ont des pratiques différentes. Donc je crois que c'est important d'incarner ce renouveau, de porter ce renouveau. C'est ce que je veux faire et je vais vous dire, je le fais avec un enthousiasme immense. Immense, parce que je pense que notre famille politique, à la base, chez les militants, elle reste vivante. Quand vous regardez nos résultats aux élections municipales, la base, elle a été formidable. Les militants, ils ont été exceptionnels. Ils ont fait une victoire politique comme on n'en a pas eu depuis 30 ou 40 ans à droite. Bien, si on veut incarner ce renouveau, on doit s'inspirer de l'enthousiasme, de l'exemplarité des militants. Ça suppose en premier lieu que nous soyons capables de faire une transparence financière totale. Je demande un audit sur les comptes de l'UMP. Je demande qu'on rende des comptes chaque année sur la gestion financière de l'UMP. Et que les comptes de l'UMP soient publiés sur Internet. Sur ce point, Bruno Le Maire, sur Internet. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propositions de Jean-François Copé sur ce point précis qui demande une transparence des partis avec un audit annuel obligatoire pour les finances des partis politiques et une publication des comptes au journal officiel? Je propose la publication des comptes depuis plusieurs mois sur Internet. Je regrette que ça n'ait pas été fait plus tôt. Et pas besoin d'une loi pour ça, en fait. Pas besoin d'une loi. Une simple décision du parti suffit largement. Si je suis élu président de l'UMP, je publierai les comptes sur Internet chaque année. Ils seront rendus publics. Il y aura un audit financier et il y aura une commission d'appel d'offres pour tout contrat d'un montant important, pour éviter le copinage, pour éviter qu'à chaque fois, lorsqu'il y a un contrat événementiel, par exemple, pour organiser un meeting, on prend systématiquement ses amis et ses copains. Nous ferons un appel d'offres pour prendre le mieux disant, comme c'est le cas partout ailleurs en France, et prendre ce qui coûtera le moins cher au parti. Voilà pour les nouvelles règles financières que je veux mettre en place si je suis élu président de l'UMP. Ça me paraît indispensable. Les règles financières, ça suppose aussi que tout le monde soit traité de la même manière. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent qui ne rentre pas parce que des élus ne payent pas leurs cotisations à l'UMP. Je rendrai public le nom des élus qui ne règlent pas leurs cotisations à l'UMP. Je ne vois pas pourquoi les militants dépenseraient de l'argent pour soutenir notre famille politique, ont été aussi généreux lorsqu'il a fallu renflouer les caisses du parti, règlent leurs cotisations rubis sur l'ongle. Et les élus qui, eux, vivent de la politique, ne règlent pas leurs cotisations. Transparence, ça veut dire aussi exemplarité. Exemplarité, ça veut dire que les élus doivent régler leurs cotisations et ceux qui ne la règlent pas, c'est normal que les militants sachent qui ne les règle pas.
Alors pendant qu'on parle de tout ça, on ne parle plus d'opposition au gouvernement et on parle moins de votre projet. En tant que candidat à l'UMP, qu'est-ce qui vous guide, notamment sur le plan économique et sur le plan de la méthode? Qu'est-ce que vous voudriez faire de la France? D'abord, je permettrais de poursuivre un instant sur l'UMP, parce que je pense que c'est très important. Ah, c'est vous qui y revenez. Président, oui, j'y reviens parce que je crois à l'UMP, tout simplement. Et parce que je pense que si on fait confiance aux militants, on redressera l'UMP. Moi, je veux redonner la parole aux militants. Regardez, tous les matins, on se lève et on a 5-6 ténors de l'UMP qui sont sur les chaînes de télévision, les chaînes de radio, et qui tiennent des propos souvent très contradictoires sur les sujets d'actualité. Moi, je souhaite qu'il y ait une ligne politique à l'UMP. Donc, je ferai voter les militants régulièrement sur les grands sujets d'actualité pour qu'ils donnent leur avis, pour qu'ils disent quelle doit être la ligne du parti. Je suis pour des votations régulières à l'UMP. Votations sur le projet de loi de Mme Taubira, sur les projets économiques du gouvernement, sur la réduction de la dépense publique, que les militants soient associés à la définition de la ligne politique. Mais ça, c'est une révolution culturelle, parce que l'UMP... C'est une révolution culturelle, parce qu'il faut une révolution culturelle à l'UMP. On ne va pas continuer à avoir systématiquement des chefs qui défendent des positions souvent contradictoires sur les plateaux de télévision, et puis des militants qui regardent ça totalement ébahis en disant « mais quand est-ce qu'ils vont s'entendre ?» Si on veut qu'ils s'entendent, il faut redonner la parole aux militants. Il faut écouter la base. Je le redis, qui a fait notre force ? Qui a fait nos victoires au cours des dernières semaines? Ce sont les militants. Qui a fait honneur au parti? Ce sont les militants. Qui, malheureusement, n'a pas su restaurer la dignité du parti? Qui est-ce qui ne s'est pas bien comporté? C'est la tête du parti. C'est à la tête qu'il faut faire les changements. À la base, il faut écouter, rassembler, associer les militants. Mais il faut quand même bien au sommet une direction, sinon on risque aussi d'avoir des votes contradictoires des militants. Il faut un chef, bien entendu, c'est bien pour ça que je me porte à la présidence de l'UMP. Mais je veux être un chef qui rassemble. Pas un chef qui décide de tout à la place de tout le monde. Je veux être un chef qui associe les militants à la définition de la ligne politique. Je veux être un chef qui emmène les militants pour gagner et qui rassemble le plus largement possible. Au-delà du cercle des militants, être capable d'associer des sympathisants, dire à tous ceux qui ne sont pas encore tout à fait prêts à prendre leur carte à l'UMP, venez voir, venez discuter avec nous, associez-vous à nos réflexions et on gagnera tous ensemble. Mais enfin, sur le plan économique ou sur l'éducation, vous avez quand même quelques idées. Mon projet, oui, mon projet sur le fond, il est simple et il est fort. Et je crois qu'on doit cette simplicité, cette force aux militants. Moi, je veux un État régalien puissant. Je veux qu'on rétablisse l'autorité de l'État sur la sécurité, sur la justice. Je veux que les règles de droit soient appliquées. Je veux que les délinquants soient condamnés. Je veux que ceux qui ont été condamnés à une peine de prison fassent cette peine de prison. Je veux que nos policiers soient capables de rétablir la sécurité sur tous les territoires de la République. Il faudra réinvestir sur la sécurité, sur la justice, sur les armées, sur l'État régalien. Et je n'hésite pas à dire que ça coûtera de l'argent. Contrairement à beaucoup de ceux qui disent dans ma famille politique, il faut absolument faire des économies sur l'État. Oui, il faut redéfinir la place de l'État. Oui, il faut réduire la dépense publique. Mais sur tout ce qui est sécurité, justice, armée, on doit remettre des moyens pour garantir la protection des Français. Donc faire des économies, ça ne doit pas être une obsession État régalien absolue fort. Mais raisonnons pas en comptable. Raisonnons pas en comptable. Moi, j'essaye de proposer une vision pour notre pays. Je veux un État régalien fort dont l'autorité est respectée sur tous les territoires de la République. Le deuxième pilier de mes propositions, de mon projet, c'est des entreprises libres. Des entrepreneurs totalement libres, à qui on laisse la liberté de créer des emplois. Regardez le débat qu'on a eu sur les seuils sociaux. Aussi. Et de licencier aussi quand c'est nécessaire et quand ils n'ont pas le choix. Bien sûr que si vous ne mettez pas un peu plus de souplesse dans le recrutement des salariés et dans le licenciement lorsque c'est nécessaire, en accompagnant ces salariés, en les formant, vous n'arriverez pas à faire baisser le chômage dans notre pays. Je veux qu'on mette plus de souplesse, plus de liberté, plus de fluidité dans les relations entre les salariés et les entrepreneurs. Et je veux qu'on donne cette liberté aux entrepreneurs qu'on n'a jamais su leur donner depuis 20 ou 30 ans. Liberté, ça veut dire pas de seuils sociaux à 9 salariés ou à 49 salariés. Liberté, ça veut dire un droit du travail beaucoup plus simple. Liberté, ça veut dire des charges sociales beaucoup moins lourdes. Liberté, ça veut dire la capacité pour les PME familiales d'être transmises du père au fils dans des conditions bien plus préférentielles que ce qui existe aujourd'hui pour avoir de vraies entreprises familiales fortes. Voilà ce que ça veut dire la liberté. Bruno Et Le le Maire, troisième sujet, oui. puisque vous m'avez lancé là-dessus, Allons-y, votre troisième parce que c'est un sujet axe. qui me tient à cœur, je pense que l'éducation doit effectivement être le grand combat de la droite.
Notre grand combat, c'est l'éducation. C'est apprendre à lire, écrire, compter dès le primaire. Réinvestir sur l'école primaire pour que tous les enfants sachent lire, écrire, compter correctement. Éduquer, c'est apprendre le respect des règles. C'est apprendre qu'on doit se respecter les uns et les autres. On ne peut pas vivre en société si on ne respecte pas un certain nombre de règles. Prendre l'éducation comme le grand combat, c'est dire qu'il y a des enfants qui sont faits pour une formation générale, c'est très bien. Et puis il y a d'autres enfants qui ont la même valeur que les autres, le même talent que les autres, qui doivent, eux, s'orienter vers la voie professionnelle et qu'on soutiendra, qu'on aidera, qui pourront revenir plus facilement par toutes sortes de passerelles vers la voie générale. C'est ça, prendre le chantier de l'éducation à bras-le-corps. Moi, je veux qu'à terme, l'éducation française, notre modèle éducatif, soit dans 10 ans le meilleur modèle européen. Et que l'on vise non plus 80% d'une classe d'âge au bac, mais 80% d'une classe d'âge à bac plus 3, dans la voie professionnelle ou dans la voie générale. Que tous les enfants de France aient la meilleure formation possible et arrivent à 80% au niveau bac plus 3. Qu'on élève le niveau, mais qu'on ne l'élève pas uniquement vers universités, grandes écoles, qu'on l'élève aussi vers la voie professionnelle, vers les BTS, vers les IUT, vers tout ce qui mène directement à l'emploi. Que l'on change notre conception de l'éducation et qu'on reconnaisse une chose toute simple à droite et dans l'ensemble de la France, que l'intelligence de la main vaut l'intelligence de l'esprit. On va revenir, Bruno Le Maire, sur l'avenir de l'UMP, mais avant cela, je vous pose une question qui revient beaucoup dans la bouche des internautes. Je vais prendre celle de Victor, qui nous dit « Jérôme Lavrieux doit-il quitter l'UMP ?» Jérôme Lavrieux, qui est député européen actuellement, dont l'exclusion de l'UMP est remise en cause, et sera peut-être prononcé d'ailleurs aujourd'hui en bureau politique. Est-ce qu'il doit à la fois quitter le parti et abandonner son mandat? Moi, je n'aime pas les chasses à l'homme. Mais je pense que compte tenu des déclarations qu'il a faites, dans la vie, on doit tout simplement tirer les conséquences de ses actes et de ses déclarations. Jérôme Lavrieux a dit publiquement qu'il avait participé à un système de fausses factures. Je crois que c'est à lui d'en tirer toutes les conséquences. Et je lui fais confiance pour tirer toutes les conséquences de ses déclarations. Quand on a fait des fausses factures, on en tire des conséquences sur son engagement politique. Je souhaite simplement que Jérôme Lavrieux ne soit pas le lampiste dans cette affaire. Cela m'étonnerait fort que Jérôme Lavrieux, tout seul, ait été à la tête d'un immense système de fausse facturation, de dissimulation de comptes ou autre. Moi, je veux la transparence totale. Je veux savoir quelles ont été les responsabilités des uns et des autres. Je veux que la justice fasse toute la lumière sur cette affaire. Et je ne veux pas que ce soit la chasse contre l'un ou contre l'autre. Je ne veux pas qu'il y ait des lampistes. Je veux que chacun assume ses responsabilités, toutes ses responsabilités. On va revenir à l'UMP et à l'avenir de cette formation politique. Vous estimez dans Le Parisien que le renouveau suppose de reconnaître nos erreurs passées. Est-ce que vous diriez, comme Xavier Bertrand, que la politique qui a été conduite par Nicolas Sarkozy n'a pas été à la hauteur? Moi, je dirais tout simplement ce que je dis depuis 2012. Parce que vous savez, j'ai un côté très paysan, donc je répète les mêmes choses, je creuse mon sillon et j'avance tout droit. Je ne fais pas de zigzag. J'ai dit en 2012, que je vous redis sur ce plateau, nous avons déçu. J'irai même un peu plus loin. Nous avons profondément déçu. Nous avons énormément promis. On avait promis de gigantesques changements, on avait promis cette liberté pour les entrepreneurs. On avait promis un soutien total aux agriculteurs de France. On avait promis aux commerçants et aux artisans que leur vie allait être plus simple. On avait promis que le chômage allait baisser. On avait promis un nouveau système éducatif. On ne l'a pas fait. Eh bien, la prochaine fois, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Nous devons être plus clairs dans nos propositions, mais plus fermes dans nos décisions. Je pense que nous devons peut-être parler un peu moins haut, un peu moins fort, mais agir beaucoup plus fortement, avec beaucoup plus de détermination, avec beaucoup plus de volonté. Et moi, c'est ce qui me guide. C'est bien pour ça que je veux prendre la présidence de l'UMP. C'est que je veux, à la tête de l'UMP, changer radicalement les pratiques, proposer une ligne qui soit claire, qui soit simple, qui soit forte et y associer les militants, et surtout donner des gages sur ce que nous ferons, sur la crédibilité de ce que nous ferons. Et je pense que notre crédibilité dépend de notre capacité à nous, responsables politiques, de changer nous-mêmes. Je crois que vous ne pouvez pas être crédible quand vous dites « je vais tout changer », et en même temps ne pas changer vous-même. Moi, je me suis imposé le changement. Je ne cumule pas les mandats. J'ai démissionné de la fonction publique. Et ça a été une décision importante à mes yeux parce que c'était une manière de dire à tous les militants, tous les sympathisants et tous les Français, je suis un homme libre. Je m'impose le changement que je vous demande à vous. J'avais la sécurité de l'emploi,
j'avais une belle retraite en perspective, j'avais la possibilité de revenir dans la fonction publique si jamais ma carrière politique tournait mal. J'y ai renoncé. Parce que le changement que je vous demande à vous, Français, je me l'impose d'abord à moi-même. Bruno Le Maire, Alain Juppé a annoncé qu'il allait rencontrer Nicolas Sarkozy dans les prochains jours. Il lui a téléphoné hier au sujet de l'UMP et de la situation qu'il estime catastrophique. Il a parlé d'un parti en danger financier, je cite, et en danger aussi politique avec l'accumulation des scandales. Bruno Le Maire, est-ce un retour de Nicolas Sarkozy en politique, passé non pas par la case UMP, mais par la création d'un autre parti? Est-ce que c'est une possibilité que vous envisagez? Ça, c'est à Nicolas Sarkozy de le dire. Invitez-le sur ce plateau. Je suis sûr qu'il vous fera un plaisir de répondre. Beaucoup de personnes qui nous disent que l'UMP en état est plutôt morte, qu'il faut passer notre étape, changer de nom, ou changer de structure. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je vois bien que l'UMP est fragile. Je vois bien qu'elle est critiquée de toutes parts. Moi, je suis candidat à la présidence de l'UMP pour restaurer la dignité de ma famille politique et la crédibilité de ma famille politique. Parce que l'UMP a perdu les deux. Sa dignité et sa crédibilité. Je rétablirai la dignité de l'UMP et je rétablirai la crédibilité de l'UMP. Est-ce qu'il faudra changer le nom? Les militants décideront. Je pense que c'est à eux de le décider. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas un ténor de l'UMP de le décider sur un plateau de télévision. C'est aux militants de voter et de décider si oui ou non ils veulent un changement de nom. Mais ça, c'est cosmétique, le changement de nom. Le plus important, c'est les pratiques. C'est la transparence financière, c'est l'exemplarité, c'est l'audit des comptes, c'est la commission d'appel d'offres, c'est la votation des militants, c'est la manière dont on dirige un parti, dont on fait à nouveau envie. Je veux que ma famille politique fasse envie. Je veux que l'UMP, qui aujourd'hui inspire le dégoût à beaucoup de gens, mais je suis désolé de le dire, je suis membre de l'UMP, je suis attaché à cette famille, mais j'essaie de voir lucidement la situation. Quand je parle de l'UMP autour de moi, ça inspire le dégoût. Parce qu'ils se disent, il y a eu des problèmes financiers, il y a eu des malversations, il y a eu de mauvais comportements. Eh bien, moi, je veux dire, halte avec cette situation-là. On va restaurer la dignité de notre famille politique. Et je prends cet engagement formel de changer les pratiques de fond en comble dans ma famille politique pour que l'UMP retrouve sa dignité aux yeux de tous les Français et qu'elle fasse à nouveau envie, qu'on ait à nouveau envie de franchir la porte de l'UMP pour discuter non pas problèmes financiers, fausses factures, malversations en tout genre, mais pour discuter projet politique, pour discuter sécurité des Français, pour discuter immigration, pour discuter lutte contre le chômage, pour discuter entrepreneuriat, pour discuter Europe, qu'on ait envie d'échanger entre nous, de discuter entre nous. On va revenir sur un certain nombre de propositions. Avant ça, pour reprendre le pouvoir, il faut être majoritaire. Personne, aucun parti ne l'est aujourd'hui, à droite ni à gauche. L'UMP ne l'est pas. Ça pose la question de l'alliance avec le centre. Est-ce que vous êtes pour un centre, pour une UDI forte et autonome? Et comment vous imaginez la suite des choses ensemble, au premier tour, pour être majoritaire ou séparément? Les choses sont extrêmement simples à mes yeux parce que je suis un garçon simple. Et je ne me fais pas des nœuds au cerveau. J'ai horreur de me faire des nœuds au cerveau. Ma priorité, c'est d'abord que l'UMP dise quelles sont ses propositions. C'est impossible de savoir quelles sont les propositions de l'UMP. Sur tous les sujets, il y a autant d'avis qu'il y a de courants de représentants de l'UMP. Moi, je veux une ligne claire et ma priorité absolue, c'est qu'on sache ce que l'UMP propose. Et propose sur les sujets de préoccupation des Français. Sur la question des femmes isolées qui recherchent un emploi, sur les entreprises, sur l'Europe, que l'UMP sache ce qu'elle propose. Voilà ma priorité. Ensuite, il y aura des élections sénatoriales, puis des élections nationales. Pour ces prochaines élections nationales en 2017, je souhaite évidemment que l'UMP, avec le centre, puisse se rassembler pour que nous ayons un seul candidat, avec un seul objectif, battre François Hollande. C'est mon objectif, battre François Hollande. Et pour battre François Hollande, il faudra qu'à ce moment-là, nous soyons rassemblés. Mais on ne se rassemble bien que lorsque chacun sait qui il est. C'est comme dans un beau mariage, il faut que chacun sache exactement qui il est pour que l'union se passe bien. Ben, aujourd'hui, ça n'est pas mûr. Aujourd'hui, nous ne savons pas suffisamment à l'UMP ce que nous défendons comme proposition pour commencer à discuter avec l'UDI, avec le centre de manière générale. Alors justement, Bruno Le Maire, on va passer à la séquence pour ou contre, spécial programme de l'UMP qu'on vous a concocté spécialement. C'est une séquence assez simple dans laquelle on vous soumet 5 ou 6 propositions. On vous demande de dire si vous êtes pour ou contre et de manière assez courte, nous dire pourquoi. Premier pour ou contre, Bruno Le Maire, êtes-vous pour ou contre passer aux 39 heures, payer 35 ?
contre. Un mot, une Moi, je explication. suis pour la liberté donnée aux entreprises de décider de leur temps de travail. Donc le au carcan niveau des de 35 heures, l'entreprise. non. Non, le Mais- carcan des 35 heures, il faut évidemment s'en débarrasser le plus vite possible, mais pas en refaisant comme la gauche une nouvelle loi avec une durée légale du travail, la même pour toutes les entreprises. Je veux que chaque entreprise puisse, entre le patron de l'entreprise et les salariés, délibérer du temps de travail qui leur paraît utile en fonction des commandes, en fonction de la situation économique, de la liberté pour les entreprises. Pour les salaires aussi. Pour les salaires, non. Je vous réponds très franchement, si vous êtes en train de me dire qu'il faut toucher au SMIC et abandonner le SMIC, je suis contre. Alors vous pensez vraiment que les salariés et les patrons peuvent discuter ensemble oui. de la durée du travail dans leur Oui, entreprise? oui, je crois ça profondément. Je pense que, là aussi, vous parlez de révolution. Oui, ça fait partie des révolutions mentales que nous devons faire en France. Une révolution très importante, c'est de faire confiance aux gens. Moi, je fais confiance aux gens. Quand je vais dans les entreprises, je m'aperçois que très loin des grands conflits entre la CGT, le gouvernement, cet affrontement permanent réglé par des grèves qui emmerdent tout le monde, ça c'est un modèle dont on ne veut plus de ce modèle-là. C'est épuisant pour les Français. Je pense que si vous faites confiance au chef d'entreprise dans l'Ain qui a son entreprise de décolletage, il discute avec ses salariés, ses ouvriers, ses contremaîtres, il dit voilà, là on a une grosse commande. Ce serait bien qu'on mette un petit coup de collier et qu'on ait une durée du travail un peu plus importante pendant 3 mois ou 4 mois. Les salariés disent oui, ils acceptent. Ils tiennent à leur emploi, ils tiennent à ce que leur entreprise marche bien. Faisons confiance aux gens sur le terrain. Autre point, êtes-vous pour ou contre une réduction de la durée et ou du montant des indemnités chômage? Je suis pour. Mais je le propose depuis 2011, je crois. C'est parfait. On est là pour Tout clarifier seul, les lignes. Tout On est seul là. dans là, le mais- désert. Et pourquoi est-ce que je propose ça? Pas pour faire des économies, soyons clairs. Je propose ça pour que les chômeurs soient accompagnés le plus vite possible vers le retour à l'emploi. En France, le vieux modèle, c'est de dire, voilà, écoutez, vous êtes au chômage, c'est triste, mais on vous file un chèque, alors taisez-vous. Moi, je ne veux pas de ce modèle-là. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'on a le meilleur système d'indemnisation du chômage au monde et qu'on a un des taux de chômage les plus élevés des pays européens. Je ne veux plus de ce système-là. Moi, ce que je veux, et ce que je propose depuis plus de 3 ans maintenant, c'est que dès que quelqu'un est au chômage, on l'accompagne, on le forme, on lui dit voilà, tu viens de telle activité, cette activité-là aujourd'hui elle ne marche pas, on te donne la formation qui va bien, on te donne la qualification dont tu as besoin et on te remet immédiatement le pied à l'étrier. Je pense aux femmes seules. Vous imaginez ce que c'est pour une femme seule qui a des enfants à élever, qui ne sait pas comment les faire garder, qui n'a pas la bonne qualification, qui n'a pas la bonne formation, comment est-ce qu'elle peut retrouver un emploi? Et c'est une jungle. C'est une jungle pour elle, la vie. Ben, si vous ne l'aidez pas spécialement, s'il n'y a pas des associations qui la prennent en main, qui lui disent voilà, voilà ta formation, on va te trouver une crèche, on va demander à l'entrepreneur s'il a une crèche privée pour garder tes enfants, on va essayer d'adapter les horaires. C'est tout ça qu'il faut faire, du cousu humain. Eh bien, je préfère que pour faire ce cousu humain, on fasse des économies sur la durée d'indemnisation, quitte à ce qu'elle soit plus courte, mais qu'en revanche, on mette le paquet sur l'accompagnement immédiat de ces femmes seules, de ces salariés de plus de 50 ans, de ces jeunes qui galèrent pour trouver un emploi. Autre question, est-ce que vous êtes pour la suppression de l'ISF? Je ne pense vraiment pas que ce soit la priorité. L'ISF est un impôt stupide, qui rapporte peu, qui coûte cher à récolter. Je pense qu'on peut l'aménager, notamment pour éviter qu'un certain nombre de grandes fortunes quittent la France, parce qu'elles peuvent apporter aussi au pays. Je pense qu'on peut l'aménager. Je ne crois pas que pour la droite, ce soit la priorité de supprimer aujourd'hui l'ISF. Il y a trop de contribuables qui payent trop d'impôts, trop de familles moyennes, trop de ménages moyens qui payent des impôts insupportables pour qu'on dise la priorité c'est l'ISF. Bruno Moi, ma Le Maire. priorité c'est les impôts qui payent sur les classes moyennes. Bruno Le Maire, pour ou contre la fin du cumul total des mandats? Pour. Moi je suis pour la fin Tout mandat, totale local, national. du cumul entre un mandat d'exécutif local Mhm. et un mandat législatif national. Alors après, qu'on soit par exemple dans une mairie, qu'on puisse être conseiller municipal pour être au fait de la vie municipale, pas de problème. Mais pas On dans puisse l'équipe être exécutive. conseiller régional ou conseiller général, pour autant que ça existe encore, très bien, mais pas dans l'équipe exécutive. Parce que je pense qu'il y a des vrais problèmes de principe. Le premier problème de principe, c'est celui que je mentionnais tout à l'heure. Je ne vois pas pourquoi on pourrait avoir 2 jobs quand on est politique et pas quand on est un simple citoyen. Le deuxième problème de principe, c'est un problème de conflit d'intérêts. Je trouve qu'il y a un problème de conflit d'intérêts à être celui qui fait la loi au Parlement et être en même temps celui qui dirige un exécutif au niveau local. Vous exigeriez ça
vous, président de l'UMP, vous exigeriez des membres de l'UMP, des élus de l'UMP, de se soumettre à la fin du cumul de mandat? En tout cas, même si je sais que je suis minoritaire sur ce sujet, Vous la demanderiez aux ligne militants. politique de l'UMP, je la proposerai aux militants, c'est l'interdiction du cumul des mandats entre un mandat d'exécutif local et un mandat législatif national, comme je proposerai aux militants que dans la ligne politique de l'UMP, on dise que toutes les personnes qui sont sorties d'école nationale d'administration, qui sont hauts fonctionnaires, si elles deviennent députés ou sénateurs, remettent leur démission de la fonction publique. Autre question, Bruno Le Maire, est-ce que, comme Geoffroy Didier, vous voudriez mettre fin au financement public des syndicats? Non. Non. Si on s'engage dans cette voie-là, fin du financement public des partenaires sociaux, fin du financement public des partis, bon, c'est très sympathique, mais il faut bien vivre. Alors qu'est-ce qu'on veut comme modèle? Qu'au bout du compte, ce soit les grandes entreprises privées ou les grandes entreprises publiques qui financent ces associations, ces partis? Je ne crois pas que ce soit un bon modèle. En revanche, ce que je demande, c'est le contrôle des comptes des syndicats. On ne peut pas exiger la transparence financière des partis et ne pas exiger la transparence financière totale sur les syndicats. On voit bien qu'il y a eu un certain nombre d'abus qui ont été relevés parfois par la Cour des comptes. Moi, je souhaite la transparence totale sur les finances des syndicats. Comment est-ce qu'est utilisé leur argent? À quoi est-ce qu'il sert? Là aussi, que chacun rende des comptes. En particulier via la formation professionnelle. Ça, c'est encore un sujet beaucoup plus vaste. La formation professionnelle sert bien souvent de pompe à fric pour beaucoup de partenaires sociaux. C'est pas acceptable. Dernier pour ou contre. Ça n'est pas acceptable. Dernier pour ou contre sur l'immigration, limiter les conditions du regroupement familial et interdire le recours au droit du sol pour les enfants nés de parents séjournant illégalement en France. Mieux contrôler l'immigration, oui. Restreindre le regroupement familial pour qu'il soit plus strict, oui également. Je pense que nous devons avoir un contrôle plus efficace de notre immigration. Sur le droit du sol, je ne suis pas pour remettre en cause les droits fondamentaux qui sont ceux de la République depuis des décennies. Je ne suis pas sûr que ça règle les difficultés. En revanche, j'insiste sur ce point, un meilleur contrôle de notre immigration, une vraie immigration choisie, un contrôle beaucoup plus strict de l'immigration irrégulière. Ça, oui, que les règles soient appliquées. Avant qu'on invente de nouvelles règles, faisons respecter les règles existantes. Je pense que c'est le problème principal aujourd'hui en France. Bruno Le Maire, il nous reste 10 minutes avant la fin de cette émission. On va parler un petit peu des chantiers lancés par le gouvernement et de la politique en cours. Et on va commencer avec l'actualité du jour. Michel, sur l'agriculture. Oui, avec donc la loi agricole qui doit être votée aujourd'hui. Les agriculteurs de la FNSEA ont fait beaucoup de bruit dans Paris cette nuit sur la question des normes et des pesticides. Alors, comment on sort de cette affaire? Le gouvernement veut empêcher que l'on épande des pesticides à moins de 200 mètres de toute habitation, et les agriculteurs disent c'est notre mort si la règle n'est pas la même pour tout le monde. Et moi, je suis de tout cœur avec les paysans français. Ah, vous avez été ministre de l'Agriculture. Voilà, j'ai été ministre de l'Agriculture, on ne se refait pas. Mais pour une raison qui est simple, on ne peut pas demander à nos agriculteurs d'être compétitifs, de créer des emplois, d'exporter leurs produits, et leur dire en même temps, vous allez avoir des règles, des normes qui seront plus strictes que celles de vos concurrents immédiats, c'est-à-dire vos voisins européens, notamment vos voisins allemands. C'est pas possible. Moi, je suis désolé, cette règle d'épandage avec les 200 mètres, on ne va pas rentrer dans la technique, les 200 mètres, c'est une distance considérable. Ça veut dire que vous avez des dizaines de milliers d'hectares qui ne pourront pas être traités, et donc une perte de production. Nos agriculteurs n'y survivront pas. Donc je comprends qu'ils manifestent. Vous savez, quand vous êtes en train d'essayer d'étouffer quelqu'un, en général, il réagit. C'est ce que font les paysans français. Donc je demande au gouvernement d'ouvrir les discussions avec les paysans français pour prendre en compte leurs préoccupations et respecter un principe simple. Les normes européennes, ni plus ni moins. On ne fait pas plus blanc que blanc en France, on fait ce que font les autres pays européens, ni plus ni moins. Derrière ce texte, il y a aussi le traité transatlantique. Ce traité est-il une opportunité pour la France de lever les blocages sur certains produits agroalimentaires français? Alors, il peut être une opportunité, ce traité, mais je trouve que c'est bien mal embarqué. C'est bien mal embarqué parce que le gouvernement ne répond pas à un certain nombre d'inquiétudes que moi je veux reformuler devant vous et qui sont très simples. 1, je veux savoir où on en est des négociations. Donc j'aimerais que le gouvernement nous rende compte, à nous parlementaires, de l'état des négociations. 2, je ne veux pas de dumping sur les normes. Là, pour le coup,
Je ne vois pas pourquoi on aurait imposé des normes environnementales, sanitaires très strictes à nos agriculteurs, si c'est pour faire rentrer du bœuf aux hormones ou du poulet chloré en Europe demain. Je veux avoir des assurances là-dessus. 3, je souhaite qu'on nous réponde sur cette question du fameux arbitrage privé. On mettrait en place un tribunal d'arbitrage privé qui échapperait à la souveraineté des États. Je veux que la souveraineté des États soit garantie sur le contrôle de l'exécution de ce traité. Enfin, il y a une dernière question que j'ai posée à plusieurs reprises, sur laquelle je n'ai toujours pas de réponse. C'est est-ce que oui ou non, si ce traité est signé, il sera soumis à la ratification du Parlement français. Je voudrais que François Hollande nous donne l'assurance que le Parlement français ratifiera bien ce traité et qu'il ne sera pas adopté en catimini par le Conseil européen. Autre actualité parlementaire, la réforme territoriale qui va venir au Sénat très rapidement, début juillet. Vous êtes président du groupe UMP au Conseil régional de Haute-Normandie et appelé à un référendum sur la fusion proposée. Êtes-vous personnellement pour ou contre cette fusion des deux Normandies? Puis quelle serait la capitale de ces deux régions? Je suis très pour cette fusion. Je la réclame à corps et à cri depuis 10 ans. Et depuis 10 ans, on se moque de nous. Laurent Fabius, la gauche, ne cesse au Conseil régional et partout ailleurs en Normandie de dire la droite demande la fusion, ça n'a aucun sens, c'est coûteux, ça sert à rien. Puis là, tout d'un coup, la lumière est apparue et ils sont pour la fusion entre la Haute et la Basse Normandie. Tant mieux, enfin c'est un peu tard. Sur la manière dont c'est fait, je trouve que c'est tout de même un peu fort de café de ne pas consulter les citoyens sur cette réorganisation territoriale. Moi, je demande effectivement un référendum. Parce qu'autant pour la Haute et pour la Basse Normandie, les choses vont de soi. On réunifie un territoire qui a son unité historique. Autant lorsque vous dites aux habitants de Chartres qui vont vivre dans la même région que les habitants de La Rochelle, tout ça parce que Mme Royal n'a pas voulu s'unir avec l'Aquitaine, ça n'a aucun sens. Vous demandez un référendum pour toutes les régions? Référendum Je national demande un référendum national sur ce National. redécoupage des régions. Parce que je ne vois pas au nom de quoi François Hollande aurait la légitimité pour décider du découpage des régions sans que les citoyens soient consultés. Quelle serait la question? Qu'est-ce qu'on demanderait aux Français Eh bien, voilà le redécoupage territorial qui vous est proposé. Êtes-vous pour? Êtes-vous contre? Tout simplement. Mais je crois qu'on ne peut pas passer comme ça, outre l'avis des Français, sur ce qui les concerne directement, parce que c'est leur identité territoriale qui est en jeu. Et on voit bien avec nos amis bretons, avec nos amis de l'Ouest, à quel point ces identités territoriales sont fortes, sont importantes. Je ne pense pas qu'un pouvoir exécutif ait la légitimité pour décider de cela sans consulter les citoyens. Est-ce que ce n'est pas le travail des parlementaires, tout simplement, des sénateurs, des députés, de faire ce travail-là, de propositions, de déjà, consultations? il faudrait qu'on ait été consulté. Là, on est mis devant le fait accompli. Moi, personne ne m'a consulté sur la fusion de la Haute et de la Basse Normandie. Il se trouve que sur le cas d'espèce, je la réclame depuis des années, donc tant mieux. Mais je sais que dans d'autres régions, c'est beaucoup plus difficile. Je vois qu'une partie de la gauche normande continue à réclamer le rattachement de la Picardie à cette grande région normande, ce qui pour moi n'a pas de sens. Je pense que les Picards ne veulent pas être avec les Normands et les Normands ne veulent pas être avec les Picards. Les deux sont parfaitement respectables, mais ils ne veulent pas forcément vivre ensemble. Donc la meilleure façon de trancher, c'est que les citoyens puissent s'exprimer sur ce sujet. On va finir cette émission, si vous le voulez bien, avec le dossier Alstom. Le gouvernement s'est prononcé en faveur du rapprochement finalement d'Alstom et de General Electric dans le rachat de l'entreprise et a indiqué qu'il allait racheter 20% du capital du groupe. Est-ce que selon vous c'est une bonne idée? Bon, c'est surtout une belle opération de com, mais qui coûte cher à l'État. 2 milliards d'euros du budget de l'État pour le maintien de Arnaud Montebourg au gouvernement, ça fait cher le maintien d'Arnaud Montebourg au gouvernement. Parce que c'est quand même ça l'histoire. Arnaud Montebourg s'est battu comme un beau diable pour un rapprochement entre Alstom et Siemens. Ça n'a pas marché. Et comme il fallait qu'Arnaud Montebourg reste au gouvernement, il dit écoute, on va s'associer avec General Electric, mais pour te faire plaisir, on va faire monter l'État au capital d'Alstom à hauteur de 20%, c'est-à-dire 2 milliards d'euros. 2 milliards d'euros, le maintien d'Arnaud Montebourg au gouvernement, ça fait cher. Elle est où la ligne politique économique de ce gouvernement? Est-ce que ça veut dire qu'on va à chaque fois avoir l'État qui va monter au capital de toutes les entreprises? Ça va nous coûter cher. Je croyais qu'il fallait réduire les dépenses de l'État, réduire le déficit. Mais si à chaque fois qu'il y a un projet de fusion, l'État doit monter au capital de la nouvelle entreprise, c'est en dizaines de milliards d'euros que ça va chiffrer. Ça veut dire que ce gouvernement n'a aucune ligne économique. Ça veut dire que ce gouvernement ne sait pas où il va. Parce qu'on me dit c'est stratégique Alstom. Bien sûr. Mais il y a plein d'autres secteurs qui sont stratégiques. Dans ce cas-là, que l'État monte au capital des grandes industries agroalimentaires françaises. Il y en a qui sont menacées, on le sait tous.
Il va monter aussi au capital de Danone, par exemple, si jamais Danone est menacé, pour prendre un exemple très concret. Il y a des industries pharmaceutiques aussi qui peuvent être menacées. Il va monter au capital? C'est ça la stratégie de l'État? Qui nous le dise? Qui nous le dise dans ce cas-là qu'il va dépenser des dizaines de milliards d'euros pour monter au capital de chaque entreprise menacée aujourd'hui de rachat en France? Mais moi, c'est pas ma politique. Vous n'êtes pas ça n'est favorable pas ma parce politique. que l'État, je pense que à certains moments, entre dans le capital je pense que c'est le signe de l'échec français. C'est-à-dire l'incapacité à constituer des grands groupes puissants parce que nous avons une fiscalité sur le capital qui ne permet pas à nos grands groupes de grossir, de prendre de l'importance, de résister à un rachat étranger. Je pense que c'est le signe de notre échec en matière de politique fiscale, avec une fiscalité qui est tellement peu attractive que plus personne ne veut investir en France. Je pense que c'est le signe du recul de l'attractivité française, où tous les sièges sociaux sont en train de partir de France pour s'installer ailleurs, parce que la fiscalité est trop pénalisante en France. Donc je crois que la solution qui a été adoptée, c'est une solution de court terme, sans vision. C'est du bricolage politicien de François Hollande et de Manuel Valls. Le bricolage politicien ne fait pas une politique économique. Moi, je préfère une politique économique qui permet le développement du capital, qui permet l'attractivité de notre pays, avec une fiscalité qui permet à nos entreprises de grandir et de résister au rachat par des grands groupes étrangers. Ce sera le mot de la fin, Bruno Le Maire. Merci d'avoir été avec nous en direct politique. Merci Michel, merci Armelle, merci chers internautes. On se retrouve mardi prochain, même heure, même endroit pour direct politique. D'ici là, restez connectés. À bientôt.